Un séisme géologique vient de secouer le Sahel et de bousculer les certitudes régionales. En quelques heures, l'annonce d'un gisement de diamants titanesque au Burkina Faso a mêlé promesses de prospérité fulgurante et risque de vertige politique pour un pays encore meurtri. Au centre de ce basculement silencieux, Ibrahim Traoré se retrouve face à une question simple et brutale. Que vaut une fortune minérale si elle peut fissurer l'âme d'une nation? Et si l'éclat du sang Gandhi révélait moins la richesse du sol que la véritable profondeur du choix collectif à venir? La découverte du gisement du Sangandi ne représente pas seulement une rupture géologique, elle redéfinit l'horizon politique, social et moral d'un Burkina Faso à la croisée des chemins. Pour un pays longtemps éprouvé par la pauvreté et les tensions régionales, cette richesse soudaine agit comme un révélateur implacable des forces et des faiblesses internes. La promesse centrale est limpide: transformer une opportunité brute en un levier durable, capable d'élever les institutions autant que les conditions de vie. Derrière cette perspective, un enjeu plus discret se dessine: la nécessité d'inventer une gouvernance qui protège autant qu'elle distribue, tout en résistant à la pression des multinationales et aux attentes immédiates de la population. Les premiers débats, traversés d'enthousiasme et d'inquiétude, montrent que l'avenir du pays dépendra moins de la pureté des pierres que de la capacité collective à maîtriser leur impact. Une idée s'impose alors, urgente et structurante: la richesse n'est une chance que si elle ne devient pas une faille. Les premières estimations tombées quelques heures après l'annonce ont brisé le doute. Le gisement du Sangandi couvrirait près de 8,3 km de formation cristalline continue, un chiffre inédit sur le continent africain. Cette donnée à elle seule a suffi pour transformer une rumeur minière en basculement politique majeur, révélant une profondeur stratégique que personne n'avait anticipée. À Ouagadougou, les marchés se sont figés, les chancelleries se sont réveillées avant l'aube, et les ministères ont ouvert leurs portes dans une agitation méthodique, conscients qu'un cycle nouveau venait d'être déclenché. Dans cette effervescence silencieuse, le rôle d'Ibrahim Traoré s'est imposé de façon immédiate, non comme un célébrant de fortune, mais comme le premier gardien d'une responsabilité qui échappe au simple registre économique. Le contexte qui entoure l'événement dépasse dès lors la géologie. Le Burkina Faso, longtemps reconnu pour sa résilience dans la pauvreté, se retrouve chargé d'un potentiel capable de remodeler sa trajectoire nationale, mais aussi de reconfigurer l'équilibre du Sahel. Les réactions extérieures ont afflué à une vitesse vertigineuse: diplomates dépêchés en urgence, multinationales en quête de concessions rapides, pressions codées circulant entre ambassades. Pourtant, derrière cette agitation visible, une autre tension plus discrète se forme: un pays qui tente de protéger un trésor sans se perdre lui-même. Les premiers signes du dilemme apparaissent sur le terrain: véhicules militaires dirigés vers le nord pour sécuriser la zone, radios locales saturées de témoignages incrédules, chercheurs mobilisés pour documenter chaque fragment extrait. Dans cette atmosphère, à la fois fébrile et solennelle, la question ouverte depuis la découverte, celle suspendue dès le premier soir, trouve un premier éclairage. Le Burkina Faso ne fait pas face à une manne, mais à un test de souveraineté. Et le geste d'Ibrahim Traoré, calme au milieu du tumulte, indique une direction inattendue. La richesse n'est pas un but, mais une épreuve morale. Lorsque l'effervescence retomba légèrement, un visage s'imposa comme fil conducteur pour comprendre la phase naissante de cette transformation: celui d'Ibrahim Traoré, observateur attentif plus que chef triomphant. Sa présence discrète dans le palais de la Révolution, entouré de cartes thermiques et de relevés codés, donna le ton. Aucune exaltation, seulement une concentration presque austère.
Ce choix de posture façonna l'interprétation publique du moment. En refusant le spectaculaire, il endossa le rôle de guide silencieux, celui qui cherche à éviter que l'événement ne devienne une ivresse collective. Les premiers impacts sur le terrain furent rapides et révélateurs. Dans les villages proches du Sangandi, les équipes de sécurité installèrent des périmètres de protection, non pour restreindre, mais pour structurer les flux de curieux et de travailleurs improvisés. Des mineurs racontèrent leur surprise devant l'afflux soudain de techniciens, géologues et volontaires. L'un d'eux, encore marqué par la poussière blanche du site, expliqua à la radio locale qu'il n'avait jamais vu autant d'étrangers du pays lui-même, venus non pour exploiter, mais pour comprendre. Ce témoignage, relayé dans les marchés, contribua à calmer la rumeur d'un pillage imminent et à ancrer un sentiment de responsabilité partagée. En parallèle, les universités improvisèrent des modules d'analyse rapide. Les enseignants décrivirent une affluence inédite d'étudiants désireux de contribuer, même modestement, au recensement des données. Cette mobilisation spontanée, née sans directive formelle, devint le premier signe tangible d'un pays qui se prépare à absorber une richesse sans se fracturer. Et c'est précisément ici que se joue le so what de cette phase initiale. La découverte n'a de valeur que si elle renforce la cohésion plutôt qu'elle ne la disperse. Tout a commencé par une fissure dans le récit officiel. Une simple analyse géologique, transmise en urgence depuis le nord, a déclenché la première onde. Un signal brut, presque anodin, mais suffisant pour forcer les ministères à s'éveiller avant le soleil. Les cartes de satellites affichaient une anomalie lumineuse. Les relevés au sol confirmaient une cohérence minérale rare. À ce moment précis, le Burkina Faso est passé d'une hypothèse technique à un enjeu d'État. Les équipes de terrain ont verrouillé le périmètre. Les premières rumeurs ont traversé les marchés. Les radios ont grésillé de voix hésitantes. L'information n'était pas encore publique, mais la tension avait déjà changé de nature. Le déclencheur était posé. Quelque chose d'immense dormait sous le sang Gandhi. Puis survint la bascule. L'annonce officielle, sobre et impersonnelle, a servi d'étincelle. À Ouagadougou, les rues se sont arrêtées comme si le temps avait suspendu sa respiration. Les ministères ont activé des cellules d'urgence, des véhicules militaires ont pris la route du Nord, non pour montrer la force, mais pour imposer une vigilance immédiate. C'est dans cette atmosphère dense que le nom d'Ibrahim Traoré est devenu le point de gravité. Il observait les cartes, notait les chiffres, écoutait les transmissions. Aucun triomphalisme, seulement une calme certitude que la suite dépasserait les capacités habituelles de l'État. 3 heures après l'annonce, les premières délégations étrangères faisaient déjà jouer leur réseau. Les offres affluaient, les pressions aussi. Des promesses à 10 € circulaient dans les couloirs diplomatiques. La tentation prenait forme. Et pourtant, le président restait invisible. Aucun discours, aucun geste. Juste un silence méthodique. Et ce silence, paradoxalement, devint le sommet de la séquence. Le point culminant arriva lorsque la Commission nationale du diamant fut créée dans la nuit. Une décision sèche, sans emphase, mais lourde d'intention. Le pays comprit que le pouvoir refusait la précipitation. Les analystes virent un acte de rupture. Les habitants, eux, y virent un rempart moral. Le lendemain, Ibrahim Traoré quitta discrètement la capitale et se rendit au pied du volcan. La rencontre avec les mineurs donna une dimension humaine au bouleversement. Un fragment brut posé dans sa main fit plus qu'un discours. Il révéla une orientation. Le Burkina Faso ne courait pas vers la richesse. Il s'adossait à une responsabilité. Le pic émotionnel et politique était atteint. Les caméras captèrent l'instant. Les marchés se mirent à murmurer. Et tout le pays comprit que le centre de gravité venait de changer. Alors commença la phase la plus fragile, la redescente contrôlée. Les premiers dispositifs de protection furent renforcés.
Les universités improvisèrent des modules d'études, les coopératives locales organisèrent des équipes de vigilance. Dans les villages, la peur d'un pillage s'atténua. Les radios répétèrent les mêmes mots. Discipline, prudence, patience. Les diplomates, frustrés, multiplièrent les visites sans obtenir d'audience. Les courtiers accélérèrent leurs offres sans changer le cours des choses. Le pays, pour la première fois depuis longtemps, imposait son propre tempo. Et derrière chaque décision, on devinait la silhouette d'Ibrahim Traoré, inflexible sur un point. La richesse n'a de sens que si elle survit au tumulte qui l'accompagne. La baseline était limpide. Avant la découverte, le Burkina Faso oscillait autour d'un PIB d'environ 19 milliards USD, un niveau qui traduisait plus la résilience que la prospérité. La delta, elle, surgit avec une brutalité méthodique lorsque les premières modélisations établirent que le potentiel diamantifère pourrait entraîner un triplement du PIB en 5 ans. Cette projection ne décrivait pas une promesse automatique, mais un seuil stratégique. Si le pays structurait correctement sa gouvernance, il pourrait transformer une économie stagnante en moteur régional. Les économistes interrogés sur les ondes rappelèrent que cette courbe ascendante n'était pas une garantie, seulement une possibilité conditionnelle, une possibilité que le pouvoir refusait de confondre avec un destin. Le contraste entre les deux chiffres, frappant mais fragile, devint l'un des axes de communication d'Ibrahim Traoré, qui insistait sur la différence entre croissance potentielle et dépendance aveugle. Le deuxième indicateur, massivement repris par les analystes, concernait l'étendue du gisement. 8 kilomètres de formation cristalline continue, dont 2,1 km immédiatement exploitables. Ce chiffre, spectaculaire pour le Sahel, servit de repère concret pour comprendre l'ampleur du choc économique. Il révélait une configuration géologique rare, capable de repositionner le pays dans un marché dominé par les géants miniers. Pourtant, derrière cette surface, un point crucial demeurait. La simple existence d'un dépôt ne suffit pas à créer de la valeur. Tout dépend de la capacité à contrôler son exploitation et à contenir la pression des acteurs extérieurs. Les premiers rapports soulignèrent d'ailleurs que cette pureté exceptionnelle exigeait une chaîne de traitement maîtrisée pour éviter que les pierres ne quittent le territoire avant leur valorisation. Autrement dit, le chiffre fascinait mais rappelait aussi l'ampleur des failles possibles. Le troisième indicateur marquant émergea lors de la création de la Commission nationale du diamant, 7 200 postes ouverts en moins de 3 mois. Ce volume n'était pas seulement une statistique administrative, il reflétait la décision politique d'internaliser la compétence plutôt que de l'importer. Chaque poste fut assorti d'une formation certifiante afin d'éviter les spirales de rente ou l'apparition de monopoles techniques. Les observateurs notèrent que cette dynamique d'emploi révélait une volonté de bâtir une économie du savoir plutôt qu'une simple économie d'extraction. Là encore, un chiffre venait appuyer une orientation. Le pouvoir voulait que la richesse mobilise d'abord les capacités internes. Ces trois repères, PIB, potentiel, étendue du gisement, montée en compétences, permirent de donner une forme lisible à une transformation encore en gestation. Mais ils montrèrent aussi les risques. Une croissance trop rapide pourrait fragiliser la stabilité sociale. Un contrôle insuffisant du gisement pourrait relancer les dépendances anciennes. Une montée en compétences trop hâtive pourrait créer des déséquilibres institutionnels. C'est pourquoi Ibrahim Traoré répéta à plusieurs reprises que la valeur d'un diamant ne réside pas dans son éclat, mais dans la conscience qu'il exige. Derrière cette formule, un principe simple. Mesurer la richesse importe moins que la capacité à en limiter les dérives. Ainsi,
Les chiffres n'étaient pas là pour éblouir, mais pour éclairer la complexité d'un choix. La découverte du Sangandi n'est pas une ligne ascendante. C'est un test où chaque hausse apparente appelle une vigilance accrue. Deux visions, toutes deux cohérentes et appuyées par des faits, émergèrent lorsque la découverte du Sangandi devint un sujet national. La première, largement défendue par les investisseurs étrangers et une partie des technocrates locaux, affirmait qu'un pays comme le Burkina Faso ne pouvait se permettre d'attendre. Selon eux, une ouverture rapide au capital international permettrait d'injecter jusqu'à 4 milliards USD dès la première année, de diviser le chômage par deux et de stabiliser une région déjà fragilisée par l'insécurité. Il soulignait que le continent avait besoin de perspectives immédiates pour retenir sa jeunesse et que la lenteur, dans ce contexte, risquait surtout de transformer une chance historique en opportunité perdue. Pour eux, la dynamique mondiale ne patientait jamais. Celui qui hésite finit par céder sa place. La seconde vision, défendue par une large tranche de la société civile et plusieurs économistes indépendants, posait un avertissement plus rude. L'histoire du Burkina Faso, rappelait-il, était jalonnée de cycles où les richesses avaient quitté le pays plus vite qu'elles n'avaient nourri son développement. L'or, le coton, les concessions agricoles. Il mettait en garde contre les dépendances contractuelles, les clauses opaques, les pressions diplomatiques qui suivent inévitablement l'arrivée d'un gisement de cette ampleur. Leur thèse était simple: ouvrir trop vite reviendrait à répéter les erreurs du passé en laissant les multinationales imposer leur tempo plutôt que de construire une souveraineté durable. La position de synthèse, celle qui finit par convaincre la Commission nationale du diamant, proposa un chemin intermédiaire, strict mais réaliste. Tester le modèle local pendant 2 ans avant toute signature internationale. Ce calendrier progressif répondait simultanément à la promesse de croissance et à l'exigence de prudence. Les premiers résultats, déjà perceptibles dans la stabilisation des marchés locaux et la hausse des inscriptions universitaires, montrèrent que l'équilibre était possible. Le débat se referma alors sur une conclusion nette. L'opposition entre vitesse et prudence n'était pas un choix binaire, mais un gradient où le pays devait avancer avec méthode. Le pivot va tomber. Une nuit de mai, les radars militaires détectèrent des drones non identifiés au-dessus du nord du pays, confirmant qu'un enjeu jusque-là économique venait de franchir un seuil stratégique. L'intrusion, silencieuse mais parfaitement coordonnée, révéla ce que beaucoup redoutaient. La découverte du Sangandi attirait désormais des acteurs capables d'opérer dans l'ombre. Les ministres évoquèrent des ripostes, des sanctions, des alliances à activer. Mais Ibrahim Traoré, lui, choisit une voie inattendue. Il transforma la menace en miroir politique, rappelant à son conseil que la peur détruit les nations plus sûrement que la convoitise. Au petit matin, une décision déroutante fit basculer le récit: la création d'une brigade citoyenne de vigilance, composée de paysans, d'enseignants et d'étudiants volontaires. Sans armes lourdes, sans posture martiale, un réseau de conscience plus qu'une force. Les médias étrangers y virent un signe de populisme sécuritaire. Les Burkinabés, eux, comprirent qu'on leur confiait enfin une responsabilité partagée. Dans les rues, les bracelets verts apparaissaient aux poignets comme autant de serments silencieux. Ainsi se dessina la révélation du milieu d'histoire. Le diamant ne brillait plus seulement sous terre, il éclairait désormais la maturité morale d'un peuple. Les mois qui suivirent la découverte du Sangandi transformèrent le Burkina Faso en un laboratoire politique et social où chaque décision produisait des répercussions visibles. Les effets se répartirent en 4 sphères distinctes: l'État selon une perspective nationale, l'économie et les entreprises,
dans une logique économique, la vie sociale et culturelle dans la vie sociale, puis la scène régionale et internationale dans la dimension régionale et internationale. Dans chacune d'elles, l'impact fut profond, souvent mesuré en gestes plus qu'en chiffres, mais suffisamment net pour redessiner la perception du pays. La machine institutionnelle adopta un rythme d'urgence maîtrisé. Les ministères fonctionnaient jour et nuit, ajustant décrets et normes pour encadrer l'exploitation du gisement. Une autorité minière souveraine vit le jour, combinant ingénieurs locaux et observateurs civils afin de garantir la traçabilité des pierres et la transparence des décisions. Les budgets publics furent réorientés. La santé grimpa de 28%, l'éducation de 33%. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le mot d'ordre devint indépendance vécue, non plus théorique. Le pays n'attendait plus qu'on lui dise quoi faire. Il instaurait son propre tempo. Les coopératives minières remplacèrent progressivement les concessions étrangères, imposant un modèle hybride fondé sur la redistribution locale et le contrôle communautaire. Les ateliers de taille de pierre devaient désormais afficher la provenance des diamants et la part reversée à la collectivité. La production trimestrielle atteignit une moyenne de 2,5 tonnes équivalent brut, tandis que les importations de biens essentiels chutèrent de 17%. Les économistes occidentaux y virent un signe déroutant. Un pays pauvre en capital réussissait à s'émanciper sans dépendre d'investisseurs massifs. Les marchés hésitaient entre fascination et prudence. Dans les villages du Sahel, les écoles se remplirent d'enfants autrefois contraints de travailler dans les champs. Les jeunes, au lieu d'émigrer, s'inscrivaient dans des formations techniques improvisées dans les universités. Les femmes, les femmes, longtemps concentrées sur les marchés locaux, commencèrent à diriger des coopératives artisanales liées à la filière diamantifère. Une chanson populaire circulait. Nous ne gardons pas des pierres, nous gardons la lumière. Les rues vibraient d'une énergie nouvelle, non euphorique, mais disciplinée. La dignité redevenait un moteur quotidien. Le Mali, le Niger et le Togo envoyèrent des délégations pour étudier le modèle burkinabé. Les médias panafricains parlèrent d'un effet Traoré, signe d'une réappropriation collective des ressources. À Paris, les chancelleries frémissaient, à Pékin, on évoquait une coopération prudente. À Moscou, un signe de renaissance africaine. Le Burkina Faso cessait d'être spectateur de sa région. Il devenait une référence. Lorsque Ibrahim Traoré déclara au balcon du palais: Nous ne sommes pas riches de ce que nous avons, mais de ce que nous refusons de vendre, le propos fit écho bien au-delà des frontières. Ainsi, les effets concrets révélèrent une vérité simple. La découverte n'avait pas seulement changé le pays, elle avait changé la manière dont le pays se regardait lui-même. Les 12 prochains mois s'annoncent comme une zone charnière où chaque orientation, même minime, pourrait infléchir durablement la trajectoire du Burkina Faso. Pour mesurer les possibles, trois scénarios se dégagent: l'évolution naturelle du modèle actuel, l'accélération harmonieuse ou la zone de turbulence. Chacun repose sur des tendances déjà visibles et sur la manière dont le pays absorbera les pressions extérieures. Dans cette version, la Commission nationale du diamant poursuit son travail sans rupture majeure. Les revenus continuent d'alimenter l'éducation, la santé et l'agriculture selon les mécanismes déjà en place. La croissance annuelle se stabilise autour de 8,5%, portée par la consolidation de la filière locale et la montée des compétences techniques. Les infrastructures progressent lentement mais sûrement, tandis que les institutions gagnent en crédibilité. Le pays préserve l'essentiel, une cohésion interne fondée sur la discipline et la transparence. Ce scénario suppose toutefois une vigilance permanente pour éviter les dérives bureaucratiques. Ici, le modèle burkinabé inspire une dynamique collective. Les réformes
Les réformes se diffusent au Mali, au Niger, au Togo, créant un corridor économique fondé sur la souveraineté des ressources. Les échanges régionaux s'intensifient de 22%, une zone de coopération du Sahel prend forme et les jeunes Africains découvrent un horizon professionnel chez eux. L'Afrique ne cherche plus seulement à extraire, mais à transformer. Le Burkina Faso devient un catalyseur d'innovation politique et sociale. Ce scénario dépend toutefois d'une donnée fragile, l'alignement politique des pays voisins et leur capacité à résister aux influences extérieures. Les pressions internationales s'accentuent, les financements se raréfient, les cyberattaques ciblent les systèmes miniers, tandis que les marchés chutent de 15%. À l'intérieur, l'inflation progresse, les tensions sociales montent et des rumeurs de division fragilisent la cohésion. Dans cette hypothèse, le pays doit préserver sa souveraineté au prix d'un inconfort collectif. Ce scénario rappelle une vérité rude. La résilience ne compense pas indéfiniment l'usure. À travers ces trois chemins, une recommandation demeure. Ne pas confondre vitesse et direction. La précipitation donne des résultats rapides mais rarement durables. La lucidité, elle, construit des fondations capables de supporter les tempêtes. Dans les rues de Ouagadougou, comme dans les villages du Sahel, la découverte du Sangandi n'est plus seulement un fait politique. Elle est devenue une question intime, presque quotidienne. Chacun y projette ses inquiétudes, ses espoirs ou ses propres limites. Pour comprendre cette résonance, trois groupes permettent de saisir la manière dont l'événement touche directement le public: les travailleurs ordinaires, les familles urbaines et la jeunesse en quête d'avenir. Pour les travailleurs, qu'ils soient ouvriers, agriculteurs ou commerçants, la découverte agit comme un rappel. La richesse est une promesse fragile. Beaucoup répètent que la stabilité importe plus que les profits rapides. Ils observent l'évolution du pays avec une prudence calme, conscients que la discipline collective reste leur meilleur bouclier face aux pressions extérieures. Les premières hausses de budget en santé et en éducation leur donnent un sentiment nouveau, celui de participer à un choix national plutôt qu'à un sacrifice imposé. Pour les familles urbaines, les effets sont plus perceptibles. La ville se transforme. De nouveaux centres de formation ouvrent, les marchés deviennent plus ordonnés et les débats radiophoniques multiplient les discussions sur la gouvernance des ressources. Ces familles, souvent confrontées à l'insécurité ou à la précarité, voient dans cette mutation une forme de respiration, un espace où l'espoir peut renaître sans naïveté. Elles apprennent à considérer la richesse non comme un miracle, mais comme une responsabilité distribuée. Pour la jeunesse, enfin, le gisement est devenu un miroir. Partir ou rester. Jusqu'ici, beaucoup rêvaient d'horizons lointains. Aujourd'hui, certains découvrent qu'un avenir possible existe sur place à condition que les institutions tiennent leurs promesses. Leur enthousiasme reste prudent, mais il marque une rupture symbolique majeure. Ainsi, cette histoire ne se raconte pas seulement dans les chiffres ou les stratégies. Elle se vit dans les gestes ordinaires d'un peuple qui réapprend à se faire confiance. Construire la pérennité du modèle burkinabé exige davantage qu'un discours. Il faut une méthode précise, une organisation capable de survivre aux crises et de résister aux tentations. C'est dans cette perspective qu'Ibrahim Traoré a posé les premiers jalons d'une gouvernance durable, fondée sur la transparence, la montée en compétences et la participation citoyenne. Pour que cette orientation devienne une structure stable, 5 étapes forment une feuille de route cohérente, chacune définissant qui agit, comment et selon quels repères mesurables. Toutes les concessions doivent être publiées en ligne, avec les volumes extraits, les recettes générées et les destinataires des fonds. Un audit trimestriel indépendant devient obligatoire, mesuré par le taux de conformité des sites, 90%.
L'objectif est d'étendre les capacités d'analyse, de contrôle et de certification. Indicateur, réduction du délai entre extraction et validation de 30 jours à 12 jours. Les filières de géologie, d'énergie et d'économie souveraine doivent tripler leur capacité d'accueil. Mesure. Nombre d'étudiants certifiés par trimestre. Chaque coopérative reçoit une charte de gouvernance, un mécanisme de rotation des responsabilités et un système de suivi communautaire. Indicateur, pourcentage de budget redistribué localement. Objectif, 30% minimum. La vigilance se fait sans militarisation excessive. Patrouille mixte, signalement public, cartographie participative. Mesure, nombre d'incidents sécuritaires par mois, avec objectif de baisse progressive. En consolidant ces 5 étapes, le Burkina Faso transforme une richesse fragile en architecture durable. Le diamant devient alors moins un trésor qu'un cadre moral. Au pied du Sangandi, là où tout avait commencé, l'image demeure. Celle d'un jeune mineur tendant un fragment brut à un homme vêtu d'une simple chemise claire. Ce geste, aperçu d'abord comme une anecdote, est devenu un motif silencieux qui traverse toute l'histoire. Lorsqu'Ibrahim Traoré avait refermé sa main sur cette pierre, ce n'était pas pour la posséder, mais pour en porter le poids. Aujourd'hui encore, ce fragment sert de rappel. La richesse n'est pas l'étincelle qui illumine, mais l'épreuve qui révèle. Dans les villages, on raconte que le président garde toujours ce morceau de diamant, non comme un trophée, mais comme un fil reliant le pouvoir au peuple. Les soldats postés autour du volcan disent que cette image les accompagne dans leurs veilles nocturnes. Les enfants, eux, dessinent souvent la scène dans leurs cahiers. Un homme qui écoute la terre avant d'écouter les chiffres. Le symbole a dépassé le moment. Il est devenu une boussole. Le Burkina Faso ne traverse pas une prospérité facile, mais une maturité exigeante. Et c'est cette maturité, patiemment construite, qui permet au pays de tenir debout malgré les pressions, les doutes et les promesses trop rapides. La dignité est une richesse qui ne s'épuise pas. Au terme de ce parcours, une idée s'impose. La richesse n'a jamais été une destination, mais un passage qui révèle la capacité d'un peuple à rester fidèle à ce qu'il veut devenir. L'histoire du Burkina Faso ne parle pas seulement d'un gisement ou d'une opportunité économique. Elle raconte la manière dont une nation choisit de se regarder, de se relever et de se rassembler. Dans les rues comme dans les foyers, chacun mesure désormais que la prospérité n'est pas un héritage, mais une discipline quotidienne faite de lucidité et de courage partagé. Cette trajectoire, pourtant, ne peut se poursuivre sans un espace de dialogue. Les récits, les analyses, les doutes ou les convictions de chacun enrichissent la compréhension collective de ce moment historique. Votre voix compte autant que les chiffres ou les décisions politiques. Alors, avant de refermer cette histoire, une question reste ouverte. Seriez-vous prêt à partager ce que cette aventure évoque pour vous et la manière dont vous en percevez les enjeux pour l'avenir du Sahel